Salut Daniel. Salut Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'inviter. Daniel, enfin de m'inviter, c'est moi qui suis invité chez toi puisque je suis dans ton bureau. Donc, merci à toi de m'inviter. Daniel, t'es député de Paris, député du groupe écologiste et social. Si je t'ai invité, c'est pour parler de plusieurs choses, pour parler du livre que tu as sorti aux éditions Fayard, ça s'appelle Face à Uber, enquête sur un scandale d'État. Alors, c'est un livre que j'ai sorti et avec Fayard avant que Fayard ne soit repris par Bolloré, j'aime autant le dire tout de suite. Exactement, précision importante. Voilà. On va en parler dans un deuxième temps, mais d'abord, j'aimerais qu'on fasse quand même un point sur ce qui est en train de se passer politiquement. Là, on est mercredi, il est midi et des poussières. Emmanuel Macron nous a promis un Premier ministre sous 48 heures, donc c'était hier, donc ça devrait arriver là, dans l'après-midi ou demain matin. On ne sait pas trop encore à quelle sauce on va être mangé. Toi, comment est-ce que tu lis ce qui est en train de se passer en ce moment? Est-ce que tu considères que, oh là là, c'est le bazar absolu, genre je comprends rien, ça part dans tous les sens, ou est-ce qu'au contraire, tu considères que c'est juste le jeu normal des institutions et qu'il y a un dialogue relativement apaisé entre ces différentes institutions et que finalement tout suit son petit bonhomme de chemin de façon tout à fait normale? Alors non, la situation elle n'est pas normale, mais c'est Emmanuel Macron déjà qui en tire l'entièreté de la responsabilité voilà, du contexte. Faut se rappeler les choses. Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale pour éviter qu'un gouvernement soit censuré. Et puis, il convoque donc les électeurs, mais il piétine le résultat des élections, puisqu'il nomme Barnier, alors que c'est le nouveau Front Populaire qui est arrivé en tête. Bien, il nomme Barnier. Barnier, par ailleurs, est nommé pour pouvoir poursuivre la même politique de Macron. C'est ça ce qu'il fait. Et Barnier poursuit la même politique de Macron, présente un budget complètement austéritaire qui poursuit les cadeaux aux plus riches, et est censuré par le nouveau Front Populaire, le Rassemblement National aussi, après avoir tout tenté en termes de compromission avec le Rassemblement National, alors même que ce qui s'est joué dans ces élections législatives, ça a été aussi le barrage républicain. Donc on est d'abord face à un Emmanuel Macron qui a donc perdu son pari antidémocratique. Mais donc n'oublions pas que si le gouvernement Barnier est censuré, notamment par nous, le nouveau Front Populaire, c'est à la fois parce qu'il est illégitime, puisque ça ne devait pas être lui, puisque c'était le nouveau Front Populaire arrivé en tête, parce qu'il a imposé le budget avec un 49.3, ce qui est une façon de piétiner le Parlement, et tout ça pour poursuivre la même politique. C'est important de rappeler ces trois causes, parce que là, on a l'impression, en tous les cas, dans la façon dont Macron essaye de raconter son récit, et où beaucoup de médias le relayent, que finalement, cette situation de crise politique et d'instabilité, tout le monde serait autant responsable, voire même, souvent, parfois, on essaye de faire porter la responsabilité de ce chaos à ceux qui ont engagé cette motion de censure. Et Macron a même carrément dit ceux qui ont voté la motion de censure sont les anti-républicains. Non, la motion de censure est un outil prévu par la Constitution et qui est démocratique. Si on estime qu'un gouvernement est illégitime et fait une politique qui ne va absolument pas, eh bien, on peut le censurer. Et si la motion est adoptée, eh bien, le gouvernement tombe. Maintenant, comment on se sort de cette situation de crise? Le premier message qu'on a donné à Emmanuel Macron, c'est « Tiens, si Emmanuel Macron respectait la démocratie, ce serait pas mal, non? Ça changerait. » Et respecter la démocratie, c'est quoi? C'est nommer en Premier ministre quelqu'un issu de la composante qui a, la coalition qui a été, certes n'a pas la majorité absolue, mais qui est arrivée en tête. Et la Constitution dit le président de la République nomme le Premier ministre. Elle ne dit pas le président de la République choisit le Premier ministre. Donc non seulement il abuse de la Constitution en faisant croire qu'il peut choisir, mais en plus il va complètement au-delà. C'est-à-dire que la mascarade d'hier, c'est de faire croire que c'est à l'Élysée qu'on peut définir qui ferait partie d'un gouvernement, qui ferait partie d'une majorité, pour faire quelle politique, et comme si le président de la République était le seul dépositaire de la définition de l'intérêt général. Nous, pour le nouveau Front Populaire, l'intérêt général, c'est quoi? C'est de ne pas, ça aurait été de ne pas imposer une contre-réforme des retraites qui vole 2 ans de retraite en bonne santé aux travailleuses et travailleurs de ce pays. Donc, nous, c'est déjà exiger l'abrogation de la réforme des retraites. On n'a jamais voté. Et
là, on voit que ni Macron, ni la Macronie ou LR ne proposent d'abroger, de respecter cette demande d'abrogation de la réforme des retraites, ou même de suspendre son application jusqu'aux prochaines élections, ou qu'au moins le Parlement puisse voter. Donc on est toujours dans le même déni démocratique. Donc là, Emmanuel Macron, s'il veut sortir de cette situation crise et ne pas nommer un Premier ministre qui pourrait être censuré d'ici peu, eh bien il doit tenir compte des 3 raisons pour lesquelles ce Premier ministre et ce gouvernement ont été censurés. Pas de 49-3, respecter le vote des Françaises et des Français et assumer qu'il faut changer de politique. Alors, il y a peu de chances qu'Emmanuel Macron t'entende ou entende raison sur les différents sujets que tu as abordés, pour de multiples raisons, hein, mais on le voit mal tout d'un coup se dire tiens, je vais respecter la démocratie. En face, le nouveau Front Populaire, donc avec ses différentes composantes, ne paraît plus très uni dans les stratégies qui sont proposées pour précisément s'opposer à Emmanuel Macron qui fait un peu ce qu'il veut, entre les insoumis qui ne veulent absolument aucun dialogue avec qui que ce soit qui a appartenu ou appartient de près ou de loin à la Macronie, les socialistes qui sont tentés qui ont fait la proposition d'un pacte de non-censure, ou les communistes, j'ai toujours pas très bien compris parce qu'entre la position de Fabien Roussel et puis des élus communistes, ça n'a pas l'air tout à fait raccord. Mais voilà, on voit qu'il y a différents chemins qui sont proposés et que les critiques entre les tenants des différents courants du nouveau Front Populaire sont très durs, sont très agressifs. Enfin, je veux dire, ça s'envoie des pics sur les réseaux sociaux en permanence, et social traître, et de toute façon, vous servez à rien, radicaux, insoumis de merde, je sais pas quoi. Enfin, je dis les gros mots parce que, genre, ils sont là. Enfin, je veux dire, tout confine à l'insulte. Alors, c'est l'objectif d'Emmanuel Macron. L'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de tendre un piège pour briser l'unité du nouveau Front Populaire. Emmanuel Macron n'est pas là pour rechercher une quelconque stabilité répondant à l'intérêt général du pays. Enfin, c'est pas ça son objectif. Son objectif, c'est poursuivre la même politique et fracturer le nouveau Front Populaire. C'est en train de marcher. Et je pense pas. Parce qu'en fait, il y a un sentiment de cacophonie qui est fortement relayé par les médias. Mais finalement, si on laisse un peu la poussière retomber, aucune composante du nouveau Front Populaire ne souhaite participer à un gouvernement de coalition avec des macronistes ou des LR, au mépris à la fois du barrage républicain et de contenus qui pourraient aller façon Retailleau sur les terres du RN, ni même abandonner la question de l'abrogation de la réforme des retraites. Hein. Donc finalement, même si chacun va de manière pas très cohérente s'exprimer différemment dans les médias, ce que je constate, c'est que aucune composante du nouveau Front Populaire ne souhaite participer au piège de Macron. Et ça, c'est important. Et ça, c'est important parce que cette unité du nouveau Front Populaire, elle est essentielle. Il y a encore un sondage qui vient de tomber et qui montre à quel point le Rassemblement national est haut. La situation, elle est gravissime d'un point de vue politique parce que le danger qui est devant nous, c'est la possible victoire du Rassemblement national aux prochains rendez-vous électoraux. Et la seule façon de pouvoir lutter contre cela, c'est de garantir l'unité du nouveau Front Populaire à travers et qui est scellé par son programme. Alors évidemment, nous, on n'est pas venus en discussion en disant, bah écoutez, voilà, il faut nommer un Premier ministre du nouveau Front Populaire et appliquer tout le programme, rien que le programme, parce que ça, c'était une illusion totale. On sait qu'on n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Du coup, au niveau du groupe écologiste et social, on a fait un travail qui était de dire, bah, on prend le programme, dans le programme, on définit 11 priorités. Et dans ces 11 priorités, bah, il y a par exemple en numéro 1 la question de l'abrogation de la réforme des retraites. Et on dit, bah voilà, on souhaite la nomination d'un Premier ministre du nouveau Front Populaire et on propose à toutes celles et ceux qui veulent à l'Assemblée nationale de travailler à des majorités texte par texte. Et tu sais, si il n'y a jamais eu de vote sur la réforme des retraites dans l'hémicycle, c'est bien parce que la Macronie se disait qu'ils allaient se faire battre. Donc il faut assumer de faire le jeu de la démocratie. La démocratie, rien que la démocratie. On respecte la démocratie exprimée dans les élections législatives en nommant quelqu'un issu du nouveau Front Populaire. On accepte la démocratie en faisant en sorte que dans l'Assemblée nationale, sans 49-3, sans cette brutalité contre
contre le débat parlementaire, on puisse avoir accès au vote. Je pense que la solution, c'est toujours celle-là. Mais vraiment, l'unité du nouveau Front populaire, elle est essentielle. Donc, il faut que les noms d'oiseaux, il faut que les noms d'oiseaux cessent, voilà, parce que ça n'a pas de sens. C'est irresponsable, parce que c'est ce que souhaite Macron pour continuer à violenter le pays. On a une explosion de la précarité et de la misère. J'étais tout à l'heure à la Gaîté Lyrique, parce qu'on a 250 jeunes mineurs non accompagnés en errance, alors que c'est une violation de la Convention des droits de l'enfant que de laisser les enfants à la rue. Tout ça parce que le gouvernement ne veut pas donner les moyens pour l'hébergement. La veille, c'était devant la mairie du 20e, c'était 2 écoles qui ont 7 pour l'une, 2 pour l'autre, familles avec des enfants qui se retrouvent à la rue. Voilà les urgences dans lesquelles nous sommes. Et si on souhaite que cette politique, elle change, eh bien l'unité du nouveau Front populaire est à préserver pour mener ces batailles-là. Elle est à préserver, mais est-ce qu'elle existe encore? Est-ce qu'au bout d'un moment, il ne s'agirait pas de dire, bon, bah voilà, pour le nouveau Front populaire, on a essayé, on a raté, et on essaye de passer à autre chose, tu vois? Bah oui, mais à quoi? C'est une vraie bonne question. À quoi? Enfin non, moi je pense qu'il n'y a pas d'issue pour battre l'extrême droite que de travailler à cette unité du nouveau Front populaire. Et encore une fois, je le redis, pas une seule des composantes du nouveau Front populaire n'a exprimé un accord pour participer à ce gouvernement de grande coalition des contraires. Mais parce que c'est absurde. Pourquoi est-ce que des députés accepteraient, enfin des responsables politiques accepteraient de participer à un gouvernement commun avec ceux qu'ils ont combattus? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va participer à un même gouvernement que ceux qui ont fait la loi qui ont fait le projet de loi Kasbarian sur les jours de carence et qui avaient fait la loi pour faciliter les expulsions locatives. Enfin, je veux dire, on peut prendre tous les sujets, c'est pas possible. Par contre, on sait que dans la bataille sur le budget, on a réussi, nous, en responsabilité, à travers l'ensemble des amendements, à dégager des majorités pour taxer les riches, pour taxer les dividendes et pour trouver, du coup, les recettes qui permettent de faire une politique qui protège, pour reprendre ce terme que Macron a osé dire. Il a osé dire qu'il voulait protéger les Françaises et les Français, mais protéger les Françaises et les Français, c'est faire une politique de redistribution des richesses en taxant les plus riches qui se sont enrichis. Je veux dire, les 500 plus grosses fortunes ont vu leur patrimoine passer de 17% du PIB à plus de 45% du PIB. Ben, il faut taxer ces richesses-là pour défendre l'hôpital public, l'école publique, y compris étendre et créer de nouveaux services publics comme dans la petite enfance, par exemple. Emmanuel Macron donc, doit nommer un Premier ministre ou une Première ministre dans les heures qui viennent. Il y a 2 choix, ou bien c'est quelqu'un qui vient du nouveau Front populaire, on imagine plutôt un socialiste, mais dans ces cas-là, il y aurait peut-être une censure de la part de la droite et de l'extrême droite qui pourrait trouver une majorité, ou bien c'est quelqu'un qui viendrait de la droite, donc je sais pas moi, comme François Bayrou, et dans ces cas-là, il y aurait une censure du nouveau Front populaire et peut-être de l'extrême droite. Donc dans tous les cas, ça ferait tomber le gouvernement, et si c'est pas demain, ce sera après-demain ou dans quelques mois. Est-ce que toi aussi tu demandes la démission, comme le font notamment les Insoumis, d'Emmanuel Macron? Moi, j'ai pas de problème avec ça. J'avais, y compris, signé la proposition de résolution pour qu'il y ait une procédure de destitution. Mais on voit bien, si les Françaises et les Français sont majoritaires pour demander la démission de Macron, Macron a réaffirmé qu'il ne la voulait pas. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas revendiquer la démission de Macron, mais on sait que l'issue n'est pas celle-là, aujourd'hui, là. L'issue, c'est de se dire, le Parlement doit retrouver l'ensemble de ses droits. Et il faut faire le respect de la démocratie. Je veux dire, c'est pas la même chose de censurer Barnier parce qu'il est, illégitime. Je veux dire, c'est quand même il est issu de LR qui ont fait 6%. Je veux dire, c'est pas ceux qui ont perdu les élections d'avoir le rôle de Premier ministre. Donc, toute censure n'a pas les mêmes raisons. Hein. Donc, la question de l'illégitimité, la question du 49.3 et la question du programme, symbolisé notamment par la question de l'abrogation des réformes des retraites. Mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas d'issue possible dans le respect de ces principes-là? Je veux dire, la responsabilité, elle revient à l'ensemble des parlementaires, voilà. Est-ce qu'ils sont prêts à respecter l'action de la démocratie, ne plus user du 49.3, et sur la question de la réforme des retraites, soit assumer qu'un gouvernement engage l'abrogation, soit au moins soumettre au vote ce texte qui ne l'a jamais été, ou suspendre l'application de cette loi jusqu'à des prochaines élections.
Passons maintenant à ton livre que j'ai lu il y a plusieurs semaines lorsque tu me l'as envoyé, donc Face à Uber. C'est assez passionnant parce que tu reviens, c'est assez truculent quand même. Tu reviens sur les auditions que tu as faites en tant que rapporteur de la commission d'enquête sur les Uber Files. Et donc tu as interviewé, tu as rencontré dans ce cadre-là toute une série d'acteurs et d'actrices. Alors, pas tous, hélas, comme t'aurais souhaité le faire, qui racontent des choses, franchement, parfois assez folles. Moi, j'ai d'abord une question. Pourquoi est-ce que tu t'es saisi de cette question-là des Uber Files? Pourquoi cette question des VTC plus qu'une autre? Ben, en fait, c'est ce que je raconte aussi dans le livre. Et j'ai essayé de faire un livre vraiment par le récit aussi des luttes, pour que ce soit aussi plus... Enfin, c'est ma façon de faire. J'en avais fait même un spectacle, une conférence gesticulée. Moi, je suis rentrée dans ce combat-là un peu par hasard, parce que un jour, on m'a envoyé un bouquin. Tu vois, ça a commencé par un bouquin, Uber, la prévention en bande organisée, de Laurent Lannes, et qui racontait en quoi le développement d'Uber fracassait la profession de taxi avec une concurrence complètement déloyale, et quel est le modèle ultra-libéral qui remet les tâcherons, c'est-à-dire ces travailleurs qui étaient payés à la tâche avant le début du XXe siècle, avant la création du Code du travail, et que finalement c'était toute cette contre-révolution néolibérale qu'impose le modèle Uber. Donc je suis rentrée vraiment comme ça par hasard dans la lutte des taxis, et je ne l'ai pu quitter. Parce que de la lutte des taxis contre cette concurrence déloyale, j'en suis arrivée à être sollicitée par les VTC qui subissent une surexploitation par l'ubérisation. Ils n'ont pas de contrat de travail, c'est des faux indépendants, parce que c'est pas eux qui fixent leurs tarifs. Ils peuvent être déconnectés sans avis préalable de licenciement, puisqu'ils sont censés être des auto-entrepreneurs. Puis après, je suis rentrée dans la lutte des livreurs à vélo, où là, les livreurs à vélo, au départ, c'était plutôt des étudiants ou des passionnés de vélo, puis qui se disaient, allez, c'est un petit job, c'est sympa. Puis sauf qu'au bout d'un moment, c'était tellement sous-payé, tellement une dureté de conditions de travail, qu'aujourd'hui, on est sur un secteur quasiment à 90%, c'est des travailleurs sans papier, parce qu'ils sont tellement acculés à une situation de précarité qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se soumettre à des conditions des plus inacceptables. Il y a un super film qui vient de sortir, La vie de Souleymane, qui le retrace très bien. Et le problème, c'est qu'on est confronté à un modèle de libéralisation qui s'attaque à toutes les professions maintenant. Tu as les guides conférenciers qui se retrouvent ubérisés, y compris dans les musées nationaux, des aides-soignants qui sont ubérisés dans les EHPAD, et donc en fait on a une attaque contre le salariat qui est en train de se faire au mépris d'un siècle d'acquis conquis par le mouvement ouvrier. Comment tout ça c'est possible? Parce que dès le point de départ, quand Uber cherche à s'implanter en France, il obtient un soutien politique, mais vraiment de haut niveau, en la personne d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie, qui déjà avait été le rapporteur jeune énarque de la commission Attali sous Nicolas Sarkozy, et qui était un rapport pour la libération de la croissance. Bon, en fait, pour péter le salariat, péter la protection sociale, en déréglementant tout. Donc, il est issu de cette histoire-là, Emmanuel Macron, et il y a mis vraiment tous ses moyens en tant que ministre, à l'insu de son propre gouvernement. Et les Uber Files, en fait, c'est un ancien lobbyiste, Marc Magan, de chez Uber, qui a fini par balancer à un consortium de journalistes plein d'échanges mails, SMS, donc une matière énorme qui montre à quel point les échanges étaient mais vraiment directs entre la direction d'Uber et Emmanuel Macron, au point de développer une stratégie pour modifier la loi, modifier des arrêtés préfectoraux. Donc vraiment un bidouillage oligarchique. Tout ça par d'autres entremetteurs. Xavier Niel y a joué un rôle important, une responsable de Google également, pour organiser tout cela dans un objectif politique très clair, quoi. C'est installer une politique néolibérale sans forcément passer par des propositions de loi frontales, mais en aidant l'ubérisation à s'installer. Et dans la commission d'enquête parlementaire, je me suis aussi attachée à pas simplement traiter la période de ces données Uber Files, c'est-à-dire quand Macron est ministre de l'économie, mais aussi traiter depuis qu'il est président de la République, comment fonctionnent les différentes administrations, les différents ministères face à ce problème-là. Et là, c'est hyper flippant en fait.
Parce que ce que je me suis rendu compte dans l'enquête, c'est que, au mieux, les directions n'ont pas de consignes de contrôler, donc je veux dire que ce soit au niveau des impôts, de la répression des fraudes, du droit du travail, ils n'ont pas vraiment de consignes. Et au pire, on a plutôt l'impression que, enfin c'est pas qu'une impression, c'est que l'enquête a permis de montrer, pour ce qui est de la Direction Générale du Travail, il y a une volonté assumée, et c'est écrit tel quel dans des notes internes, qu'il faut absolument préserver les plateformes de toute requalification en salariés des travailleurs. Donc, on a des plateformes qui piétinent l'état de droit, qui sont totalement hors la loi, des administrations de contrôle qui ne cherchent pas à garantir en fait le respect des lois et des réglementations, mais qui vont tranquillement banaliser ces violations de l'état de droit et voir comment normaliser cette violation de nos lois. Donc, ce bouquin raconte tout cela et comment ça a été possible et comment la Macronie est organisée à travers cela. Alors, ça a été une bataille dans la commission d'enquête puisque, et je le raconte aussi dans le bouquin, je raconte les coulisses, c'est que le président de la commission d'enquête parlementaire est un macroniste, Benjamin Haddad, qui va devenir après secrétaire d'État aux affaires européennes. Alors, on est deux personnages très différents, parce que moi, j'ai commencé par les luttes à rentrer dans le sujet, et lui, il était, en fait, dans cette période-là, il était... alors c'est pas lobbyiste, mais enfin dans des cabinets de conseil aux États-Unis pour promouvoir les entreprises américaines, puis dans les institutions européennes. Dans le même objectif, quoi. Donc on est vraiment opposés, quoi. Mais quelle a été la conclusion de cette commission d'enquête? Et plus largement, est-ce que votre travail, dont ce livre est aussi une émanation, voilà, quelle suite? Est-ce qu'à la fin, les gens se sont dit, genre, ah oui, quand même, c'est pas possible, tout ce qui s'est passé depuis maintenant 10 ans? Oui et non. C'est-à-dire que la commission d'enquête, concrètement, elle aboutit pas à ce que Macron aille en prison. Tu l'auras constaté, parce que l'abus de son rôle n'était pas illégal à l'époque. Donc il n'y a pas de poursuite d'un point de vue judiciaire. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas traiter ce sujet-là. Et je pense que c'est important de voir comment organiser une meilleure séparation des lobbies et de l'État. C'est un enjeu démocratique. Ce gouvernement des lobbies par la Macronie est extrêmement grave, et par ailleurs n'est pas sans interrogation sur les problèmes de corruption, même si on n'a rien pu attester. D'un point de vue des administrations de contrôle, soulever le sujet fait partie de la bataille. D'ailleurs, c'est marrant, à la fin de la commission d'enquête, au niveau de la Direction Générale du Travail, il va y avoir une circulaire pour quand même un peu plus cibler le problème des faux indépendants par le biais des plateformes. Donc ils se disent, quand même, ça commence à se voir, voilà. Mais en fait, en parallèle, il y a aussi une autre bataille qui a été menée dans le cadre des institutions européennes, puisque dans tous les États membres de l'Europe, vous avez aussi le même processus, Uber et l'ubérisation se développent tout azimut, et les travailleurs se disent, bah ouais, mais c'est pas possible, quoi. En fait, on est des faux indépendants, on voudrait que notre rapport de subordination soit reconnu et accéder aux droits des salariés. Et donc, du coup, le travail à l'échelle européenne a été d'aboutir à une directive sur la présomption de salariat. Il y a ma camarade Leila Chebbi qui a mené un énorme boulot en ce sens, et qui fait la préface de mon livre, et qui, elle, a y compris mis tous ses moyens de députée européenne pour aider à l'organisation d'un lobby populaire des travailleurs ubérisés, pour faire entendre une autre musique que celle des lobbies qui sont toujours très présents dans les institutions européennes, et qui a réussi à imposer une directive présomption de salariat contre Macron, qui a cherché à la court-circuiter en permanence. Donc on a travaillé vraiment aussi en lien dans ces batailles-là, elle dans les institutions européennes, moi à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, il y a néanmoins une directive qui doit être transposée dans le droit français. En deux mots, cette directive, elle dit quoi? Elle dit que chaque État membre doit garantir en fait cette présomption de salariat, c'est-à-dire les travailleurs des plateformes, nous considérons qu'en fait, ce sont des faux indépendants, donc ils doivent être requalifiés en salariés. Donc comment est-ce que l'on transpose ça pour que ce ne soit plus aux travailleurs de devoir accumuler les preuves, mais que ça se fasse automatiquement, et si les plateformes contestent, ce soit à elles d'apporter les preuves que ce sont des vrais indépendants.
Et alors là, bonjour, hein, parce que pour que Uber ou Deliveroo ou je ne sais qui prouvent qu'ils fixent eux-mêmes leurs tarifs, qui ne dépendent pas d'une déconnexion du jour au lendemain ou qui ne subissent pas l'arbitraire d'un algorithme, à leur insu, bon, c'est pas possible. Donc, on a 2 ans pour mener cette bataille-là. Moi, j'ai déjà déposé une proposition de loi en ce sens à l'Assemblée nationale. Elle est donc sur la table. Et donc là, la bataille, elle va se poursuivre. Donc, il y a une belle victoire à l'échelle européenne. Il y a une obligation de l'État français de le retranscrire et la bataille donc continue pour garantir cette présomption de salariat. J'espère que cette bataille sera gagnante à la fin. J'ai une dernière question, Daniel. Je sais que tu es très engagé sur la lutte contre les LGBT-phobies et tu as notamment au nom de ton groupe, tu mènes une bataille là-dessus, notamment en signalant au procureur via l'article 40 toutes les paroles LGBT-phobes dans les stades de football notamment, enfin les enceintes sportives. Comment est-ce que tu peux nous en parler? En fait, il faut réaliser, par exemple, rien que sur les 8 derniers week-ends, il y a eu au moins 12 matchs où il y a eu des propos LGBT-phobes repris par plein de supporters. C'est pas possible. C'est pas possible qu'on entende comme ça, à longueur de match de football, des propos homophobes comme il faut tuer ces PD, enculés, bande de PD en permanence. C'est pas possible. Il faut se rendre compte que l'homophobie, comme le racisme, c'est pas une opinion, c'est un délit. C'est un délit qui doit donc être poursuivi. Tant qu'il y a une impunité à hurler ça dans les stades, ça veut dire que on laisse une ambiance LGBT-phobe dans ce pays se développer dans un contexte où, par ailleurs, il y a une augmentation des actes de violence LGBT-phobe. Donc, il y a une responsabilisation forte à avoir sur ce qui se passe dans ces stades. Vous avez un certain nombre d'associations, je pense à Rouge Direct, à Bleu et Fier et à Stop Homophobie, qui avaient proposé un dispositif tripartite dans les matchs, où on mettrait les associations LGBT, les directeurs de sécurité des clubs et la division nationale de lutte contre le hooliganisme, en gros le ministère de l'Intérieur, pour qu'ils puissent, ces 3 structures, regarder ensemble le déroulement des matchs et pour prendre les bonnes décisions quand ces propos sont tenus, qui peuvent aller de l'arrêt du match et aussi à la poursuite en justice des meneurs. Quand il y a eu des arrêts de match et il y a eu des poursuites sur les propos racistes. Et c'est une très bonne chose. Il faut absolument qu'enfin ça puisse avoir lieu aussi sur les propos LGBT-phobes. On ne peut pas laisser en impunité. Donc, en fait, cette saisie du procureur de la République, c'est un devoir, en fait, de parlementaire. Si on est au courant d'un délit, eh bien, on doit le signaler pour qu'il y ait des suites qui soient données contre ces délits. Et je suis persuadée que ce week-end, il va y avoir encore des matchs de foot. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'à un moment donné, les uns et les autres vont prendre leurs responsabilités? C'est pas possible que les clubs n'assument pas leurs responsabilités là-dessus. Ça n'est pas possible que le ministère de l'Intérieur n'assume pas non plus ses responsabilités à ce sujet. Pourquoi est-ce que, d'après toi, il y a une différence entre des propos racistes qui seraient tenus dans un stade, où là, immédiatement, on a beaucoup plus de Alors, immédiatement, c'est encore... voilà, ça a été long. Mais plus. il y a déjà... Enfin, c'est une bonne chose. Enfin, exactement. Mais, et pas pour les insultes LGBT-phobes. Mais parce qu'on est toujours dans une ambiance culturelle de domination patriarcale, de masculinisme, et où il n'y a pas une prise de conscience finalement forte de la gravité. Je veux dire, ça n'est pas acceptable. Et donc, non, ça n'est pas, comment dire, culturel, la culture du foot, d'être masculiniste, sexiste et LGBT-phobe. Donc, il faut que cette impunité cesse, en fait. On ne peut pas avoir dans la loi des choses très claires qui sont écrites et qui ne sont pas appliquées. Et au vu de tout le monde, on encourage en plus toute une jeunesse à développer non pas la passion pour le sport, mais à travers la passion pour le sport, la banalisation, la légitimation quelque part, puisque c'est pas poursuivi, des propos LGBT-phobes. J'espère que les signalements au procureur que vous allez faire et que vous avez déjà fait seront suivis d'effet. Et sinon, on continuera et on en fera jusqu'à ce que ça bouge enfin. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Pablo.